Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour notre webinaire sur les évolutions d'ISO 14001. Alors, je vais nous présenter. Je m'appelle Stéphane Wisley, je suis le gérant de la société Résilience. Avec moi aujourd'hui pour ce webinaire, on commence par les dames, évidemment, Amandine Thibault qui est avec nous, Bonjour. et on a Frédéric Dubois. Bonjour. Donc, on va vous présenter, enfin Frédéric va vous présenter notre webinaire sur l'ISO 14001, les évolutions. Je pense que ça intéresse tout le monde. Et nous, on sera en backup avec Amandine. Donc, n'hésitez pas à poser les questions et on interrompra Frédéric, je ne sais pas si ça se dit, pour lui poser toutes les questions nécessaires. On est vendredi matin, alors on risque de dire des bêtises. Ce n'est pas grave. N'hésitez pas, si vous avez envie de mettre des blagues, c'est possible aussi. On est de bonne humeur. Je vais, je vais laisser la place à Frédéric tout de suite. Frédéric, on est bon? On y va? On peut y aller. Allez, c'est parti. Je te laisse la main. Très bien. Donc, bonjour à tous. On va aborder donc les évolutions de l'ISO 14001 dans sa version 2026, qui est enfin sortie, et qui va nous faire un peu un apéritif avant la 9001 2026, que j'imagine vous êtes également très nombreux à attendre. On est créé depuis 2008. On fait du QSE un peu partout en France, bien qu'on soit basé en Alsace. On fait un petit peu en Belgique, un petit peu au Luxembourg, un petit peu en Suisse, en Roumanie, au Brésil, mais en Roumanie, au Brésil, c'est très épisodique. On intervient sur tout type d'industrie et puis sur tout type d'activité, hein. Parmi vous, aujourd'hui, il y a des gens comme Siemens, comme Aguerre, voilà, des grosses entreprises, mais aussi des TPE. De temps en temps, on va aller aider le boulanger ou le plombier du coin qui a besoin d'un document unique ou qui a besoin d'une certification, lui aussi. On est certifié Calliope, on est labellisé intervenant en prévention des risques professionnels et on intervient voilà, sur tous ces domaines-là que vous connaissez forcément. Nos grandes thématiques, on va dire, c'est tout ce qui est certification, puisqu'on a la chance d'avoir dans notre équipe des auditeurs de certification IRCA et ICA, ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 22001, 13485, j'en oublie sans doute plein. Voilà. Et maintenant que j'ai fait la promotion, je te laisse la main, Frédéric, pour la suite. Ça marche. Alors déjà, on va refaire un petit tour d'horizon des évolutions sur les 3 prochaines années, 2026 inclus. Le premier point, c'est, alors pour ceux qui sont MAS, donc MAS, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le manuel d'amélioration de la sécurité en entreprise, un référentiel qui dépend de l'industrie chimique. La version 2014 n'est plus en vigueur, hein, elle a été remplacée par sa nouvelle version, donc qui est la seule en vigueur. C'était plus pour information. On a la 9001 qui devrait arriver, alors j'ai mis 3 quatrième trimestre. Objectivement, on sera plus sur du 4e trimestre que du 3e. Hein. L'ISO 19011 qui va sortir incessamment sous peu. Là, c'est une histoire de jours ou de semaines en tout cas. Et la 14001 qui est publiée depuis quelques semaines maintenant et dont on va parler aujourd'hui. On a également pour information la 45001 qui est en cours de retravail. Donc, il y a la première version de travail qui est sortie, ce qu'on appelle les versions DIS. Le final draft, donc la version finalisée, devrait être soumis en 2027. Et alors, théoriquement, on devrait avoir la nouvelle 45001 en 2027, mais a priori, ça sera quand même plutôt début 2028 que fin 2027. Donc, c'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation sur la 45001. On peut télécharger la DIS 45001? Alors, théoriquement, oui, mais par contre, la fenêtre d'ouverture est de quelques semaines et je ne sais pas si c'est encore possible. Je n'ai pas retesté. Ok. Et on a une question aussi de Géraldine qui demande ce qu'est la 19011. Ah oui, pardon, la 19011, c'est la norme d'auditeur. Excusez-moi. C'est la norme alors basée sur l'audit interne, mais les auditeurs de certification s'appuient également sur la 19011 pour les techniques d'audit. Oui, excusez-moi, j'ai oublié de préciser. Très important.
Je précise, la 9001, c'est la qualité, la 14001, c'est l'environnement, ça vous devez le savoir. La 45001, c'est le management de la sécurité. Et la 50001, c'est le management de l'énergie. Donc là, il y a les commissions qui se réunissent pour savoir si on va faire des modifications. Donc c'est cyclique, hein, c'est normal. C'est au bout de 5 ans de vie d'une norme, ça rentre forcément dans cette phase. Est-ce qu'on va faire évoluer la norme? Donc cette phase peut durer plusieurs années. Ils peuvent voter en disant on attend encore 2-3 ans. Donc c'est pas parce qu'il y a un examen de la 50001 qu'il y aura une nouvelle version d'ici 2-3 ans. Elle peut durer encore 4-5 ans, ce qui était le cas avec la 9001 et la 14001. Dans la version précédente datée de 2015. Et finalement, il a fallu attendre 11 ans pour avoir une nouvelle version. Mais il y a bien eu 5 ans après, donc en 2020, les premiers examens pour savoir si on faisait évoluer la 9001 ou la 14001. Je crois que le Covid a beaucoup joué, Frédéric, dans cette question-là. Oui, Ils ont ça décidé a de dû repousser. ralentir. Ouais. Alors, il y avait aussi le fait que la partie risque et opportunité a mis beaucoup de temps à être intégrée dans les pratiques. On a pu le voir effectivement sur nos audits internes et les différents clients qu'on a pu accompagner. Cette notion-là a eu du mal à être appropriée, à se déployer et à être pilotée de manière sereine dans les entreprises. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ont un peu décalé des éventuelles évolutions, puisque le cœur de la version 2015 n'était pas encore maîtrisé. Alors, sur la qualité, l'environnement et le management des audits, et on pourrait même, je me permets de préjuger, mais sur la 45001, ce qui ne va pas bouger, c'est la démarche d'amélioration continue, le principe du PDCA. L'approche fondée sur les risques, donc la partie risque-opportunité, reste un élément central de toutes ces normes. Les domaines d'application ne bougent pas. Hein. La 9001 parle de qualité, la 14001 d'environnement, la 45001 de sécurité. Donc, domaine d'application et finalité des normes. Et la volonté d'avoir une structure harmonisée entre les normes, entre les différentes normes de management, donc 9001, 14001, 45001, 50001, ont un système harmonisé. Pour ceux qui ont connu les versions avant 2025, effectivement, c'était un peu désagréable, ça demandait un peu une gymnastique, des tableaux Excel de alors le 9.1, ça correspond au 4.2 de l'autre norme, etc. C'était pas très, très ergonomique. Et ça permet de faciliter pour tous ceux qui sont en système de management intégré. Maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qui évolue réellement sur la 14001. Alors, d'emblée, on va dire, il n'y a pas de révolution dans la 14001. Il y a même les évolutions majeures, on va le voir, ne sont pas si majeures que ça. La première chose, c'est le renforcement de la prise en compte du climat et de la biodiversité qui sont explicites. Avant, on était plutôt sur une notion implicite. C'est l'environnement, les aspects environnementaux, ces éléments-là, on pouvait éventuellement en parler, c'était des bonnes pratiques, c'était bien d'en parler. Il y a eu l'amendement qui est sorti, qui a permis de dire qu'il faut prendre en compte le changement climatique, donc, qui est sorti de mémoire en 2020-2021, j'ai un doute sur la date exacte. Là, maintenant, c'est explicitement cité dans le chapitre 4.1, 4.2, où changement climatique, biodiversité, santé de l'écosystème doivent être pris en compte. Après, à vous de vous positionner par rapport à ces enjeux-là. Vous êtes plus ou moins impacté, mais la 14001 parle d'environnement, donc changement climatique, biodiversité, écosystème. Donc, Ça, c'est le premier point majeur. Oui, c'est donc finalement, ils ont intégré l'amendement dans la norme. absolument. En fait. Enfin, l'amendement, ils ont intégré l'amendement et ils sont allés plus loin, parce que l'amendement ne parlait que du changement climatique. Et là, on a la notion de biodiversité d'écosystème. Ce qui veut dire concrètement que dans vos analyses contexte, dans le chapitre 4.1, ce que vous avez mis, je ne sais pas si vous avez fait un SWOT, un PESTEL, ce genre de choses, on doit s'assurer qu'on retrouve bien ces notions dans vos analyses contextuelles et que ça se décline si c'est quelque chose qui est impactant chez vous. Je me permets d'intervenir ici parce que il y a un programme de la CCI que vous devez connaître qui permet aux entreprises en fait, et c'est pris en charge dans le grand test. D'ailleurs, c'est pris en charge partout en France. Je dis une bêtise. On peut faire une visite climat par des experts de la CCI qui viennent passer. Ça prend vraiment pas longtemps. Ça vous prendra vraiment pas de temps. C'est une analyse sur les impacts de l'environnement sur votre entreprise avec, ils ont certains outils, notamment en lien avec Météo France, pour prévoir les évolutions et les crises climatiques qui pourraient vous impacter
impacter votre site en fonction de sa zone géographique. Donc, ils font une analyse. Certains d'entre nous vont avoir leur site qui vont se retrouver en zone inondable, d'autres dans des zones de sécheresse particulières. Donc, on peut avoir cette analyse faite gratuitement et ça nous permet d'intégrer ces éléments dans notre évaluation de risque quelque part. Sur notre, alors que ce soit notre 14001 évidemment, notre 45001 aussi peut-être pour ce qui concerne l'exposition du personnel, mais aussi la 9001 naturellement. Donc, je vous encourage, si vous avez besoin de plus d'informations, vous nous contactez, on vous mettra en relation. Très bien. Merci pour ton intervention, Stéphane, et cette précision intéressante. Donc, le deuxième point, après cette notion de biodiversité, d'écosystème et de changement climatique, c'est la notion de planification des changements. Donc, il y a un nouveau chapitre explicite qui, globalement, dit tout changement susceptible d'avoir une incidence sur le système de management doit être réalisé de manière planifiée afin de garantir l'atteinte des résultats attendus. Alors, ça va vous surprendre, mais c'est quelque chose qui n'était pas dans la version précédente, en tout cas pas de manière explicite, pas aussi poussée. Mais par contre, ce n'est pas non plus tellement une nouveauté parce que c'est quelque chose qu'on retrouve déjà dans la 45001 et dans la 9001. Pas dans les mêmes chapitres, etc. Cela dit, la manière dont c'est formulé dans la 14001, on est quasiment sur du copier-coller de la 45001. Donc, pour ceux qui sont déjà sur des systèmes intégrés, cette évolution n'est pas vraiment une évolution parce que c'est quelque chose que vous faisiez déjà. Par contre, pour ceux qui ne sont que 14001, effectivement, ça faisait partie des bonnes pratiques. Globalement, si vous n'aviez rien en termes de planification de vos changements, vos auditeurs de certification ont déjà dû vous titiller un peu en disant ça serait bien quand même l'intégrer dans le plan d'action, de voir si vous avez les ressources ou au moins en parler en revue de direction. Là, globalement, pour traiter ce sujet, hein, c'est alors à minima en revue de direction, ça c'est le point de base. Après, on peut simplement l'intégrer dans un plan d'action qui fait quoi, quand, comment, en prenant en compte est-ce que j'ai bien les ressources pour gérer ce changement. Est-ce que ça va entraîner des risques et des opportunités? On reste quand même sur une norme centrée sur la notion de risque et opportunité. Est-ce que ces changements vont dégrader, améliorer? Quels vont être les effets secondaires de ces changements? Voilà, c'est pour cette deuxième évolution majeure. Après la notion de biodiversité et de changement climatique, c'est la notion du changement. Donc, c'est les deux points majeurs qu'on peut citer. La diapo suivante, on va passer sur des points un peu plus mineurs. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières là-dessus, Stéphane, dans le Je chat, ne vois pas de avant qu'on questions, passe à la suite. je vois pas de questions, mais j'aimerais ajouter quelque chose. Bien sûr, je t'écoute. Je vais vous donner l'exemple de ce qui se fait dans l'industrie pharmaceutique. Dans l'industrie pharmaceutique, on est très attentif aux produits. Alors, on sort un petit peu de l'environnement, mais vous allez voir que je vais faire le lien. Et dans l'industrie pharmaceutique, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des comités de change control. C'est-à-dire que toutes les semaines, toutes les 2 semaines, ou tous les mois, ils se réunissent avec tous les décideurs. Et chaque fois qu'on veut amener un changement à un process, à un processus, à une façon de faire, à une procédure, eh ben, l'initiateur du changement va envoyer les éléments au préalable aux membres du comité et lors de la réunion, il va présenter ce qu'il souhaite mettre en place et ainsi tous ceux qui peuvent être concernés soit par un changement, soit par une incidence sur le produit, soit par une incidence sur l'environnement, on y arrive, soit une incidence sur la sécurité, peuvent dire OK, ça marche pas, on peut, notre arrêté préfectoral nous permet de, ou attendez, parce que là, on risque de sortir d'une limite, peut-être qu'il y a quelque chose à vérifier avant de vous donner le go. Okay, donc ça peut être une façon de le gérer. On n'a pas besoin de mettre ça systématiquement toutes les semaines, par exemple, mais voilà, c'est une idée. Alors, je vois que Géraldine rebondit sur la question, puisqu'elle travaille sur un site Céveso. Elle nous dit que c'est également réglementaire sur le site Céveso Seuil Haut. Merci Géraldine pour la précision. Merci Stéphane. Je propose qu'on passe sur la suite. Donc, on va être sur des autres évolutions. On va voir le domaine d'application qui intègre explicitement la notion de cycle de vie. L'autorité, sa capacité de maîtrise d'influence tout au long du cycle de vie de sa activité des produits. Donc, le domaine d'application doit prendre en compte ces paramètres-là. C'était plutôt sous-entendu avant, là c'est explicite. Ça ne fait pas une révolution, vous n'avez pas un domaine d'application à changer. Le lien entre aspect environnemental
situation d'urgence potentielle est plus explicite. Ça veut dire que l'organisme doit déterminer les situations d'urgence potentielles, y compris celles susceptibles d'avoir un impact environnemental. Pareil, c'est un élément qui a été sous-entendu avant, qu'on retrouvait dans les bonnes pratiques. Maintenant, il est explicité. Il n'y a plus de doute à avoir, il y a bien un lien entre les deux chapitres. Le troisième point, qui est… Alors, on aurait presque pu le mettre en majeur, celui-là. J'ai hésité, mais vous allez comprendre pourquoi. Finalement, je considère que c'est une évolution relativement normale, puisque c'est un alignement sur la 9001 qui est 45001. La maîtrise opérationnelle, le chapitre 8.1, intègre explicitement le process ou les processus, produits et services fournis par des prestataires ou des fournisseurs externes. Là où avant on parlait d'externalisation, juste des processus externalisés, là on a la phrase complète qu'on retrouve déjà dans les autres normes, dans la 9001, la 45001, et dans une moindre mesure et dit différemment dans la 50001, la notion de prestataire, de fournisseur externe, ce qui permet d'avoir un spectre beaucoup plus large. Néanmoins, en termes de pratique d'audit, en tout cas les structures que j'ai accompagnées et qui sont fait auditer, ou quand je me fais auditer, on était quand même plutôt sur une lecture alignée sur ce qu'on avait déjà en 9001 et en 45001. Sous-entendait déjà cette notion de prestataire et de fournisseur externe, même si ce n'était pas forcément aussi explicite que ça l'est aujourd'hui. Et enfin, on va avoir une réorganisation de plusieurs exigences pour faciliter la lecture, mais sans changement réel de fond. On a par exemple les risques et opportunités qui ne sont plus dans un chapitre généralité, qui sont dans un chapitre risques et opportunités. Ça reste des informations documentées. La revue de direction qui est restructurée en éléments d'entrée, éléments de sortie. Et pareil, sur le fond, il n'y a pas d'évolution majeure. On peut également citer un point qui n'est pas inintéressant, c'est la partie, l'annexe A, qui va passer de 14 à 18 pages. Elle est plus détaillée, elle donne plus d'exemples et des références actualisées. Notamment toute la partie information documentée, la manière dont c'est écrit a changé un peu. L'expression « les informations documentées doivent être disponibles sous forme d'informations documentées » remplace « tenir à jour des informations documentées ». On est quand même plus proche d'un débat sémantique que d'un changement de fond, on soit bien d'accord. Les références aux normes sont également mises à jour, puisqu'il y a toutes les normes depuis 2015 qui ont été rajoutées. Je vous laisse lire 14002, 14055, 14080, etc., qui sont des normes très, très, très précises sur des techniques d'analyse particulières relatives à l'environnement. Il y a 14 exemples de types de risques et opportunités. Ça peut être intéressant si vous n'êtes pas forcément à l'aise avec cette notion de risque et opportunité appliquée à la 14001. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait retrouver, etc. Donc, l'annexe 6.1.4, je vous recommande sa lecture. Et je recommande toujours la 14004, qui est la norme d'application de la 14001, donc qui va également être mise à jour. Je n'ai pas de date pour l'instant, mais même la version précédente reste très, très pertinente et très intéressante. Et enfin, pour ceux qui ne sont que 14001, qui n'avaient pas encore intégré cette conduite du changement qui était déjà demandée dans la 9001 et dans la 45001, vous avez l'annexe 6.3 qui va expliciter comment gérer le changement. Est-ce qu'il y a des questions, des personnes qui souhaitent rebondir sur ces petits éléments, Stéphane? Non, personne ne souhaite rebondir à part moi. Je vais prie. rajouter quelque chose. On a animé des sessions sur les évolutions prévues de 9001 avec l'AFNOR récemment. Et ce qui revient, c'est qu'effectivement, les annexes sur la 9001 aussi, si ça vous concerne, vont être étoffées, hein. On va vraiment, vraiment venir grossir tout ce qui est annexe. On va y retrouver beaucoup plus de choses que ce qu'on y retrouve aujourd'hui. Donc, c'est une tendance. Merci. Et enfin, on a la suppression de l'annexe B, qui était la correspondance entre la V2004 et la V2015. Ce n'est pas un gros changement. Et évidemment, la mise à jour de la bibliographie avec les normes sorties entre 2015 et 2026, dont j'ai déjà parlé précédemment. Globalement, comment est-ce que vous pouvez préparer votre transition? Alors, je vous ai déjà donné des petits éléments chapitre par chapitre, hein. On a quand même 2 éléments majeurs qui sont ceux à réellement prendre en compte. Les éléments sont plus anecdotiques, ce qui n'empêche pas de refaire un petit balayage. Comme chaque évolution de norme, on a 3 ans pour faire la transition. Donc, si vous êtes certifié en version 2015, vous avez votre audit, admettons, de recertification cette année, vous pouvez rester en version 2015 jusqu'en 2029.
sans souci. Vous pouvez également demander à votre certificateur ou vos auditeurs internes de faire une espèce de double audit. Alors, vu les évolutions, ça ne prendra pas le double du temps, hein. On sera sur peut-être 10% de temps en plus, maximum, histoire de prendre ces paramètres, voir que ça peut être intégré dans la durée initiale. Les évolutions n'étant pas trop majeures, il n'y a pas de nouveaux chapitres réellement audités à part la conduite du changement, évidemment. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez demander à vos prestataires. Les certificateurs le font également. Et très clairement, pour ceux qui ont un audit de certification sur le 2e semestre, où vous pouvez déjà l'envisager, le passage cette année. Les évolutions sont tout à fait soutenables. Il n'y a pas énormément, il n'y a pas une marge très très haute pour passer de la V2015 à la V2026. Et souvent, quand on se fait certifier sur une nouvelle version dans les premiers mois, il y a une certaine une tolérance plus forte Ouais, de la part des auditeurs sur les évolutions, sur la prise en compte des évolutions. clairement, clairement. Ceux qui veulent, vous avez également un petit QR code sur la droite de l'écran. C'est ceux qui souhaitent être recontactés pour se faire accompagner, pour avoir plus de détails, pour avoir une offre, des propositions d'aide de la part de Résidence. N'hésitez pas à scanner le QR code Pas pour que, laisser vos coordonnées pas et que, pas nous que. vous recontacterons. Ouais, Frédéric, pas que. Si vous Oui, voulez si vous avez une question là à l'issue du webinaire, vous nous envoyez euh, un petit message avec le QR code et puis on tentera de vous répondre si on peut. C'est une réponse simple, hein. Évidemment, si on passe 3 heures à vous dépatouiller, ce ne sera pas la même chose. Mais si vous avez une question simple, n'hésitez pas. On essaiera de vous venir en aide. Puisque bah, vous faites partie des gens qui nous suivent ou sur LinkedIn ou la plupart d'entre vous êtes également nos clients. Donc, c'est avec plaisir qu'on essaiera de vous dépatouiller, de vous répondre. Ce sera un plaisir. Alors, Frédéric, tu as terminé ta présentation en un oui, temps c'est record. ça. Je te félicite. J'ai des questions. Alors, Allons-y. la première, c'est est-ce que les annexes ne sont pas opposables lors des audits de certification? Bonne question. Alors, oui et non. Je développe. Une annexe, comme son nom l'indique, est une annexe. Globalement, ce n'est pas une exigence. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est marqué dans l'annexe que vous devez l'appliquer. Néanmoins, la réciproque est que si vous appliquez l'annexe, j'imagine mal un auditeur dire non, vous êtes non conforme parce que vous avez appliqué l'annexe. Parce que généralement, l'annexe, c'est l'explication détaillée et un peu plus concrète de l'exigence. Globalement, si vous traitez les risques et opportunités comme le recommande l'annexe ou comme recommande la 14004, un auditeur qui vous le reproche, ça semblerait assez aberrant. Ça ne m'est jamais arrivé, mais j'imagine que ça peut arriver à un moment. Mais voilà, donc c'est opposable. Non, parce que ce n'est pas vraiment une exigence. Par contre, si vous l'appliquez et qu'on vous reproche de l'avoir appliqué, ça fera une discussion un peu paradoxale avec votre auditeur. Il faudra se poser la question de la pertinence de l'auditeur. Ça, c'est un autre débat. Voilà, c'est pour ça que c'est opposable, oui et non. Je ne sais pas si ça répond à la question qui m'a été posée. Bah, je pense, oui, en partie. Est-ce Oui, qu'il y avait d'autres parfait, questions? merci. La réponse est parfait, merci. Donc oui, a priori, Ah, ça ben, répond à la question. On va se laisser un temps, n'hésitez pas. Là, c'est le moment où vous allez nous mettre vos questions. N'hésitez pas à mettre vos questions. En attendant les prochaines questions, je me permets de poursuivre, Frédéric, je peux? bien sûr. Allez, allons-y. Alors, allez-y, c'est le moment. Mettez-nous toutes vos questions. On va y répondre. En attendant, des petites informations sur ben, ce qui va arriver dans notre calendrier. Alors, on a des sessions de formation qui nous sont demandées pour des équipes QSE, des équipes HSE, des responsables de processus ou des auditeurs internes. Et notre calendrier commence à se remplir sur le 2e semestre. Donc, si vous voulez si vous voulez passer vos équipes en formation, n'hésitez pas trop. C'est le bon moment. Il reste encore de la place. OK. Ensuite, je crois qu'on peut parler du club de simplification SMI, Frédéric. Absolument. Donc, à partir de septembre, on va relancer une nouvelle promotion du club SMI.
Le principe, j'explique très rapidement, c'est 6 journées de formation, à peu près une journée par mois, où on va aborder comment simplifier son système de management intégré. Alors, c'est orienté système de management intégré, ça reste néanmoins tout à fait pertinent pour des gens qui sont monosystèmes. Si vous n'êtes que 9001, que 45001, que 14001, ça peut rester intéressant. Mais effectivement, à la base, c'est plutôt pensé pour des multisystèmes. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Et globalement, on va parler de comment on structure un projet de simplification SMI, donc une notion de gestion de projet, mais vraiment appliquée au SMI, comment est-ce qu'on va lever les résistances au changement, etc. On aborde comment conjuguer la complexité et la conformité aussi bien réglementaire que normative, comment on travaille sur la maturité des processus, comment on l'évalue, comment on peut la faire progresser, comment est-ce qu'on peut faire de la simplification documentaire, avec de l'introduction sur des notions de digitalisation, mais de manière très, on reste d'introduction et des choses très, très, très accessibles. Comment impliquer les pilotes de processus, qui est un enjeu majeur, j'imagine, en tout cas chez une grande partie de mes clients, c'est le cas, Et oui, et j'imagine chez vous aussi. évidemment. Et également la partie gestion du risque qui reste un élément central de toutes les normes de management, 9, 14, 45, 50, qui reste un élément central. Donc, comment gérer les risques de manière la plus pertinente. Et évidemment, au cours de ces 6 journées, les versions 2026, la transition vers les versions 2026, aussi bien de la 9001, de la 14001, et selon les éléments qui sortiront des drafts ou des final drafts de la 45001, seront pris en compte. Donc, le principe, c'est une journée par mois, et entre chaque journée, j'échange, c'est moi qui animerai le club, j'échange avec les différents participants pour éventuellement les aider, lever les blocages qu'ils ont pu rencontrer dans le projet. L'idée étant vraiment d'avoir une promo, alors suffisante, mais pas trop grande non plus, pour qu'il y ait un maximum d'échanges entre les participants sur « Ah tiens, toi tu pilotes comme ça, ah ouais, j'ai pas pensé, comment tu gères cette partie, conduite du changement ?» Parce que chez nous, c'est un peu compliqué, parce qu'on a des réunions, mais personne ne vient préparer, comment tu arrives à les mobiliser, etc., etc. C'est plus, quelque part, c'est plus un club qu'une formation. La formation, c'est la façon de pouvoir le financer. Mais au final, vous allez vous retrouver à chaque journée dans une entreprise différente, en fait, puisque chacun des Oui. participants va recevoir à tour de rôle, ce qui permet de voir les systèmes des uns et des autres, vraiment faire jouer à plein la carte du benchmark, quoi. Et pour compléter également, en gros, j'amène en gros, le matin, j'amène un peu, j'amène la théorie, les bonnes pratiques, les outils, et l'après-midi, on travaille sur nos systèmes. C'est-à-dire que c'est pas après, fin de journée, il n'y a qu'un faucon, non, c'est qu'on travaille ensemble. OK, maintenant, comment on simplifie? On voit l'analyse de risque, on la met à jour ensemble. Donc, c'est vraiment une formation très opérationnelle. L'objectif, c'est de gagner du temps au final, parce que c'est quand même un gros boulet au pied, hein, on va pas se leurrer, hein. C'est un SMI, il faut le faire vivre. Donc, comment est-ce qu'on peut réduire la taille du boulet au final? Gagner quelques heures dans son mois, dans sa semaine. Ok, super. Merci Frédéric. Deuxième info, on a notre remise de trophée qui aura lieu le 23 juin. Je ne sais pas si. Alors là, dans la diapo, c'est marqué il reste encore une poignée de places. Je ne sais pas s'il reste encore des places, mais si jamais vous êtes intéressé, voilà, ça se passera du côté de Rhino. Vous nous dites et puis on regarde s'il reste des places et vous serez évidemment les bienvenus. Il y a une visite d'entreprise qui est prévue après la visite, après la remise de prix et évidemment un petit moment convivial avec cocktail. Donc vous êtes évidemment les bienvenus. Le dernier point qu'on a à aborder, c'est notre newsletter. Si vous souhaitez vous tenir au courant de ces éléments, des évolutions du métier, etc. Nous, on a une newsletter. Vous pouvez vous inscrire, vous la retrouver sur notre site internet. Et tous les 15 jours, vous recevrez voilà, un petit article sur une évolution qui nous semble intéressante dans les domaines de la QSE. Voilà. Et évidemment, vous retrouverez toujours ce webinaire, le replay de ce webinaire, mais aussi de tous nos autres webinaires, tous nos e-learning, toutes nos formations gratuites sur notre site internet, dans notre espace, comment on l'a appelé, e-learning, finalement. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit, c'est open. Il suffit de vous inscrire avec votre email et vous y aurez accès. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors, on va regarder les questions. On en a quelques-unes. Non, je crois que Frédéric, t'es prêt?
Oui, allons-y. Allez, je te mets en grand. Hop, feu. Clara nous demande, serait-il possible de savoir quels seraient les éléments à mettre en place pour un bureau d'études pour prendre en compte le passage à la version 2026? Alors, très clairement, là, sur un bureau d'études, la notion de biodiversité, changement climatique pourrait être a priori sembler un peu déconnectée. Néanmoins, ça dépend du paramètre du champ d'application du bureau d'études. Potentiellement, votre bureau d'études va avoir un impact sur bah, justement les process de vos clients. Le, et du coup, avoir un impact in fine, si on prend la notion de cycle de vie global, sur la biodiversité, le changement climatique, non pas dans votre périmètre propre, si on raisonne en termes de scope, par exemple, du bilan carbone, hein, pas sur le scope 1, mais si on élargit sur le scope 2 et 3, oui, vous pourriez avoir un impact. Donc, très clairement, y compris pour un bureau d'études, hein, la notion de biodiversité, de changement climatique, d'écosystème doit être pris en compte, savoir si, dans votre travail de réflexion, d'ingénierie, vous impactez ces éléments-là chez vos clients. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est la conduite du changement, qui est très clairement un élément important pour n'importe quel bureau d'études, cabinet de conseil qu'on doit accompagner. Et là, globalement, bah, c'est la partie planification des réunions, ce qu'a expliqué Stéphane tout à l'heure sur la conduite du changement, les différents exemples qui ont été mis en avant. Impeccable. Merci pour la réponse. Alors Clara, je crois être en train de taper. Ah, elle dit, c'est noté, merci beaucoup. Elle est contente de la réponse. Parfait. Bah voilà, Clara. J'en ai une autre. Pour la partie gestion des processus des sous-traitants. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Là, globalement, on va aligner-vous sur les bonnes pratiques déjà mises dans la 9001 et la 45001. C'est Ça va être beaucoup de bon sens, hein. C'est déjà définir explicitement qu'est-ce que vous attendez de vos sous-traitants, de vos fournisseurs. C'est un cahier des charges, hein, tout simplement. On parle d'un cahier des charges, un contrat, des conditions générales de vente, peu importe, mais qu'est-ce que vous attendez de vos clients? Alors, il faut que vous soyez d'accord avec vous-même sur ce que vous attendez de lui et que ce soit parfaitement partagé. C'est voilà ce que j'attends de vous sur le produit, le service, la qualité, la sécurité, l'environnement associé. Donc là, on est surtout sur la partie environnement dans une 14001. Voilà les critères importants pour moi et les critères sur lesquels je vais vous évaluer. Ça, c'est la partie contractualisation. Ensuite, on va mettre en place un système de surveillance, comme vous le faites sur vos processus, sur vos différents processus, vous allez mettre des indicateurs de performance, KPI en bon anglais. Bah, vous allez faire la même chose sur vos fournisseurs. Alors, quand j'en dis fournisseurs et prestataires, c'est critique. Là où vous allez acheter vos stylos 4 couleurs pour les 3 stylos que vous allez acheter par an, vous n'avez pas besoin de le rentrer dans votre spectre d'analyse. Par contre, si vous achetez 100 000 stylos par an et que c'est un élément majeur parce que ça rentre dans un autre produit que vous faites, là, vous l'intégrez, évidemment. Ça dépend évidemment du poids et de l'impact. Le raisonnement de la 9001 est intéressant. C'est si ça a un impact sur le client, c'est ce que dit la 9001, on doit le prendre en compte sur votre client. Là, pour la 14001, c'est si votre fournisseur, votre prestataire de service a un impact direct ou indirect sur vos aspects environnementaux, sur la biodiversité, euh, de votre périmètre, de votre domaine d'application. Vous l'évaluez, vous mettez un cahier des charges, vous mettez des indicateurs de suivi de performance, vous l'évaluez à minima annuellement, vous partagez l'évaluation avec lui, parce que ça ne sert à rien d'évaluer quelqu'un et de ne jamais lui donner d'éléments, qu'il soit bon, qu'il soit moins bon. Alors je répète, l'évaluation, le but n'est pas de sortir dès que quelqu'un est en dérive. Le but est d'être dans une démarche d'amélioration continue et donc de l'accompagner, de l'aider vers le mieux. Donc vraiment une boucle d'amélioration mutuellement bénéfique entre le fournisseur, le prestataire et vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir les prendre en compte. Donc, je répète, définir un cahier des charges clair, définir des éléments de mesure, évaluer et partager l'évaluation avec ce prestataire. Et s'il y a une dérive, évidemment, on s'attend à ce qu'il y ait une démarche d'amélioration continue, donc les éléments habituels, un 8D, un plan d'action, etc., etc. Parfait. Nous, on a un certain nombre de nos clients qui nous demandent de réaliser pour eux des audits, justement, de certains de leurs fournisseurs critiques. Mhm. Est-ce que c'est une démarche que tu recommandes également, les audits clients?
Les audits Ça fournisseurs, peut être pardon. ça peut être très intéressant sur les fournisseurs critiques, complètement. Sur, ceux qui vont avoir un impact significatif sur la chaîne de valeur, ou sur la sécurité dans la 45001 ou sur les aspects environnementaux, d'un point de vue 14001. Donc pour s'assurer d'une maîtrise des fournisseurs, ça permet d'aller un peu plus loin qu'effectivement un simple KPI. Ah OK, il m'a livré, 3 fois en retard, ou 2 fois il a mal trié ses déchets. Et encore, ça c'est l'indicateur que j'ai vu. L'intérêt d'un audit, c'est que ça permet d'aller un peu plus loin. Alors je vous rappelle, ça peut paraître bête, hein, mais pour auditer un fournisseur et un prestataire, il faut qu'ils soient d'accord. Ne négligez pas ça. Alors généralement, quand on est une multinationale et que notre fournisseur, est un tout petit, il va rarement dire «Ah non, je suis pas d'accord». Par contre, vous êtes une TPE, une petite entreprise de 4 personnes et vous allez dire moi, à Total, non, je vais auditer toutes vos installations parce que je suis un de vos clients, moi je vais alimenter ma voiture en essence. Il est probable que Total vous réponde très cordialement une fin de non-recevoir. Donc, c'est un élément dans la partie négociation contractuelle, donc dès le début, de bien intégrer ça dans votre cahier des charges. Si vous souhaitez faire des audits avec vos fournisseurs, de bien leur préciser, on viendra vous auditer. Et si vous dites, ah non, ça ne me dérange pas, mais attendez, non, non, on a signé un contrat, vous devez nous livrer ça, et nous, en élément de contrôle, on vient vous auditer une demi-journée, une journée par an, pour s'assurer que tout est en contrôle. Ah ouais, ok. Donc là, au moins, il y a pas de débat, il n'y a pas de problématique à ce niveau-là. Donc oui, c'est une bonne pratique sur les éléments critiques, évidemment. Bon, moi, super, impeccable. Je suis en train de jongler, hein, j'ai fait, désolé. Je crois qu'on a fait le tour. Écoute, on a répondu à toutes les questions. Je vois plus d'autres questions. Il me reste à te remercier pour ton intervention et le temps que tu as passé à la préparer. Merci à tous nos participants d'avoir été présents. On vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end et on vous dit à bientôt pour le prochain webinaire. Allez, au revoir. Au revoir.